On est pas mal là. On est bien. Et puis on parle en français, c'est bon, vous êtes tous avec nous, vous pouvez facilement comprendre tout ce qu'on dit. 90% de l'auditoire est en français, on y va. On accueille aujourd'hui Rebecca, qui va nous parler de comment on intègre l'IA dans l'industrie et on va parler surtout de bonnes pratiques et des pièges à éviter. Commençons par l'essentiel. Et pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, dans la masterclass de Rebecca, tu es CEO et fondatrice de Xir. Qu'est-ce que c'est que Xir ? Xir, c'est une filiale à 100% du groupe EDF, qui est éditeur de logiciels et d'un logiciel en particulier qui est dédié à la gestion des non-conformités. Et la particularité de ce logiciel, c'est qu'il intègre nativement de l'intelligence artificielle. Super, très concis. Vous existez depuis 2 ans et vous avez déjà une vingtaine de clients, plus de 15 projets développés et implémentés. Et c'est là où ça devient vraiment impressionnant. C'est principalement avec des clients dans l'aéronautique ou le nucléaire, qui, on le sait, sont des industries très très complexes où il faut implémenter des choses et où ça devient très très compliqué de le faire. C'est quoi votre secret ? Alors, je pense que le sujet principal, c'est effectivement qu'on porte une vision qui est issue de l'expérience qu'on a pu avoir dans le groupe EDF. Cette vision, elle est basée sur 2 piliers principaux. Le premier, c'est qu'on est effectivement, vous l'avez compris, sur un processus métier, une problématique métier qui est extrêmement ciblée. Le processus de gestion des non-conformités. On ne cherche pas à résoudre l'intégralité de la performance industrielle de l'usine. On s'est ciblé spécifiquement sur un sujet pour 2 raisons. D'une part, parce que pour avoir une vraie problématique métier, c'est-à-dire que l'important quand même, c'est d'apporter l'intelligence artificielle à des opérationnels, de ne pas séparer l'application d'intelligence artificielle des applications qui sont utilisées d'un point de vue métier par des opérationnels. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et le deuxième, c'est le fait d'avoir une problématique qui est très ciblée. On arrive à effectivement à cibler aussi les tâches pour l'intelligence artificielle et donc à avoir des performances qui sont assez élevées. Or, vous le savez tout autant que moi, dans l'industrie, on est sur des métiers techniques et on a besoin d'un niveau de réponse en termes de technicité qui est assez important. Donc voilà les 2 éléments extrêmement importants, vraiment à la fois une problématique métier ciblé pour avoir des algorithmes performants, mais aussi pour avoir effectivement cette intégration au sein du produit. J'insiste un petit peu là-dessus. C'est vrai que apporter une verrue, entre guillemets, d'intelligence artificielle sur un produit existant, ça n'a pas la même portée que d'avoir intégré effectivement de manière native l'intelligence artificielle au sein d'une application qui est du coup déjà, qui a des fonctionnalités, on va dire, métier, connues, peut-être un peu plus basiques, mais qui vont permettre effectivement de rentrer dans ce cercle vertueux où finalement on utilise l'intelligence artificielle dans son quotidien, tout comme vous utilisez aujourd'hui tous Google Maps sans vous en rendre compte. On parle de verrue, de l'intelligence artificielle, de cercle vertueux. Il y a des keywords essentiels ici. Mais concrètement, comment est-ce que vous faites C'est-à-dire, comment vous les accompagnez, ces clients? On comprend bien le principe, le contexte. C'est quoi finalement votre façon de faire, quoi? Donc là aussi, on a mis en place une méthodologie qui est vraiment tirée de l'expérience des gros programmes de transformation digitaux qu'on a pu avoir au sein d'EDF. L'idée, c'est d'aller vite, déjà, dans un premier temps, pour apporter rapidement de la valeur aux utilisateurs. On va fonctionner en 3 grandes étapes. On va commencer par un projet de prédéploiement qui va s'apparenter à un projet IA. Donc, on va être vraiment centré sur les données, sur leur ingestion, sur les algorithmes appliqués à ces données. Un deuxième projet qui va être, lui, plutôt un projet SI. Donc, on va travailler vraiment sur l'intégration du logiciel au sein de l'écosystème du client. Et ensuite, on est parti pour l'aventure, puisque après, contrairement effectivement à des projets peut-être SI classiques, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans une transformation qui devient continue. Continue sous 2 aspects, à la fois d'un point de vue algorithmique, c'est-à-dire que les réentraînements peuvent se faire
également en continu au fur et à mesure de l'utilisation de l'application. L'utilisateur a la capacité de noter voilà, en live dans l'application ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas. Donc on va continuer d'améliorer les algorithmes effectivement en continu. Et puis on va aussi continuer d'améliorer le design du produit, l'ergonomie, parce qu'encore une fois, les fonctionnalités qui vont autour sont extrêmement importantes pour que l'adoption de l'IA se fasse de manière naturelle et au quotidien. Et donc on fait des mises en production d'amélioration toutes les semaines finalement. Donc il y a vraiment cette transformation qui vient se mettre en place de manière continue et où on est toujours du coup au top à la fois de la technologie d'un point de vue IA, mais aussi d'un point de vue produit en termes d'ergonomie. Super, oui, il y a un peu une notion d'aventure, quoi. Si tu embarques un client, vous les embarquez avec vous vraiment dans une aventure en continu, si je comprends bien. Il y a plein de gens dans la salle ici qui doivent se poser cette question. On parle beaucoup de la qualité de la donnée. On sait que beaucoup de personnes, encore une fois, pensent que pour faire de l'IA, la qualité de la donnée, tu as besoin d'avoir ça, tu ne peux pas te lancer avant d'avoir cette fameuse qualité de la donnée. Qu'est-ce que tu leur réponds à eux? Alors c'est un sujet qui est extrêmement difficile. Alors, ancienne Chief Data Officer au sein d'EDF, à l'ingénierie notamment, donc c'est un sujet que je connais bien. Clairement, je vais peut-être en décevoir certains d'entre vous, c'est illusoire d'attendre une qualité de données parfaite. Vous ne l'aurez jamais, enfin, qu'on soit clair. Vous avez compris, vous ne l'aurez jamais. Ou alors ça va vous demander un investissement tel que vous aurez bien du mal à avoir du ROI sur cette partie-là. Donc effectivement, il faut pouvoir se lancer dans ce cercle vertueux dont on parlait. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment, on a vécu avec Xir depuis le début de sa création, vraiment avec nos clients, cette progressivité. C'est-à-dire qu'ils commencent tous par vouloir analyser les données qu'ils ont déjà, en général avec un historique assez important. Ils savent que la qualité n'est pas extraordinaire, ils ont des doutes. Pour autant, grâce effectivement à la fois avec des algorithmes qui, eux, ont été entraînés sur une qualité de données sélectionnée, on arrive à avoir des résultats très positifs. Et en plus, on a toujours la capacité, effectivement, via des fonctionnalités encore une fois, qui viennent en plus, qui sont beaucoup plus basiques, comme des filtres ou ce genre de choses, rajouter un peu d'œil humain pour vraiment utiliser les analyses au mieux. Et dans cette aventure dont tu parlais tout à l'heure, tous nos clients commencent par vouloir exploiter cet historique qu'ils ont, et au fur et à mesure, on déploie quasiment systématiquement le module de saisie qui est associé et qui leur permet du coup de rentrer dans ce cercle vertueux. On est sur un module de saisie qui est designé pour être extrêmement simple, de manière à optimiser effectivement la qualité de données. Et surtout, à chacune des étapes, on a là aussi des algorithmes qui permettent de venir aider la qualité de données. Donc, par exemple, vous avez effectivement une vérification lors de la saisie de la description d'un problème, que cette description est suffisamment précise pour pouvoir ensuite permettre une analyse. Donc voilà, donc vraiment un cercle vertueux dans lequel on est en capacité de rentrer. Et finalement, ce qui est important, c'est vraiment que les opérationnels et les utilisateurs voient à quoi servent finalement cette qualité de données pour pouvoir ensuite être conscients de leur importance et toujours via des systèmes qui doivent être le plus simples possible. On a tendance à croire, peut-être un peu de manière abusive, que parce qu'on va mettre beaucoup de champs, on va avoir une bonne qualité de données. À mon sens, c'est l'inverse. Plus on a un champ de saisie qui est simple, moins l'utilisateur passe de temps. Et en fait, plus on va effectivement réussir à capter ce qui est vraiment essentiel et on va avoir du coup une qualité de données assez importante. Oui, donc n'essayez pas d'avoir la donnée parfaite, focussez sur l'expérience utilisateur et récupérez l'essentiel. Je pense que c'est le take-away ici. Dernier point pour toi, Rebecca. On sent beaucoup de passion, évidemment, dans ce que tu partages. On parle aussi depuis ce matin des opportunités qui sont représentées par l'IA.
quels sont selon toi, pour les gens, on parlait des pièges à éviter, c'est aussi dans l'intitulé de cette session, c'est quoi les points d'attention à garder en tête quand on se lance dans de l'IA et sur le développement de projets IA en général? Alors, je pense qu'on en a parlé, hein, comme je disais, je pense que séparer complètement la partie IA de la partie produit, c'est vraiment, c'est là d'ailleurs que l'époque s'arrête en général, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à passer à cette étape suivante de logiciels industriels. On a parlé aussi beaucoup de sécurité de données. C'est vrai que on a besoin quand même souvent de puissance de calcul assez importante quand on fait jouer des algorithmes. Et on a là parfois, je dirais, peut-être un écart entre des contraintes SI qui sont très fortes et la culture des personnes qui manipulent ces données. Donc ça nous arrive d'avoir des expériences un petit peu malheureuses où on nous met beaucoup de contraintes et où derrière on nous envoie les données via WeTransfer par exemple, de manière voilà. Donc on est toujours très déçus de recevoir comme ça des données par des systèmes qui sont pas très sécurisés alors qu'un niveau de sécurité important était requis et demandé. Donc ouais, je pense vraiment cette culture-là et trouver le bon équilibre de manière à pouvoir à la fois exploiter les données sans que ça passe, parce que l'utilisateur trouve toujours des voies de contournement, donc sans que ça passe par des voies de contournement qui pour le coup ne sont pas très sécurisées. Oui, donc WeTransfer, c'est pour envoyer les photos à votre grand-mère ou votre famille, mais pas pour envoyer des jeux de données un peu sensibles. On arrive à la fin de cette ronde. C'est l'occasion pour moi de te remercier, Rebecca, d'avoir pris du temps de parler d'Ixir. Le stand d'Ixir, si vous ne l'avez pas encore vu, est en bas dans la zone industrie. N'hésitez pas à passer leur faire un coucou. Ils vous fassent des démos, un peu, vous partagez des cas clients aussi. Ils sont là tout le reste de la journée. Rebecca, un grand merci. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci.